Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 17 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Commençons par le démantèlement d'un réseau de fraude utilisant la technologie du deepfake à Hong Kong basé sur l'IA. La police de Hong Kong a récemment arrêté 27 individus impliqués dans des escroqueries sentimentales utilisant des technologies de substitution faciale par deepfake, générant ainsi des pertes estimées à 46 millions de dollars pour leurs victimes. Ce groupe opérait depuis un bâtiment de 400 mètres carrés dans le quartier résidentiel de Huang. L'enquête a révélé que parmi les arrestations, 6 étaient diplômés d'université, recrutés pour créer des fausses plateformes de trading destinées à attirer des investisseurs dans les crypto-monnaies. Les escrocs utilisaient des photos générées par l'IA pour paraître plus attrayants et convaincants sur les plateformes de réseaux sociaux. Lorsque les victimes demandaient des appels vidéo, la technologie de deepfake modifiait à la fois l'apparence et la voix des escrocs, les rendant crédibles en tant que femmes séduisantes. L'opération a permis de saisir des ordinateurs, des téléphones portables, des montres de luxe ainsi que de l'argent liquide présumé à une valeur d'environ 25 750 dollars. Les victimes sont situées à Hong Kong, en Chine continentale, à Taïwan, en Inde et à Singapour. Des liens avec le Sung Ying Hong, un des principaux groupes criminels organisés de Hong Kong et de Chine. Le Sung Ying Hong, pour rappel, est l'une des plus grandes et influentes triades criminelles basées à Hong Kong et en Chine continentale. Cette organisation, fondée en 1919, c'est-à-dire qu'elle a plus de 100 ans, est une organisation criminelle impliquée dans des variétés d'activités illicites, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la contrebande, la prostitution, le jeu illégal ainsi que le racket. Les triades comme le Sung Ying Hong opèrent à l'international avec des branches et des réseaux dans plusieurs pays. Elles sont souvent difficiles à infiltrer en raison de leur structure hiérarchique et de leur code d'honneur très strict. Ce phénomène des deepfakes, qui est en plein essor, inquiète de plus en plus les autorités. Un rapport de l'ONU publié la semaine dernière souligne que des criminels en Asie du Sud-Est intègrent cette technologie dans leurs opérations de fraude. Plus de 10 fournisseurs de logiciels de deepfake ont été identifiés sur Telegram, offrant leurs services à des groupes criminels. Enfin, un précédent scandale survenu en mai 2024 qui avait fait beaucoup de bruit dans la presse démontre l'étendue de ce risque. L'entreprise britannique Harrop, basée à Hong Kong, a perdu 25,6 millions de dollars. On ne parle pas de 10 balles, on parle bien de 25,6 millions de dollars US, lors d'une escroquerie similaire où les fraudeurs ont utilisé des deepfakes d'un directeur financier pour tromper un employé via une visioconférence. Blipping Computer nous apprend à travers un article qu'une saisie de serveurs dans un data center sur de la marketplace Sipulti par les autorités finlandaises. Le 15 octobre 2024, les autorités douanières finlandaises ont annoncé la saisie des serveurs et la fermeture du marché noir Sipulti, une plateforme de vente de narcotiques opérant sur le dark web. Bon, concrètement, une marketplace de moins, mais ce qui est génial dans l'histoire, ce site permettait aux criminels de vendre des drogues de manière anonyme, s'adressant à des utilisateurs finlandais et anglophones, et revendiquait un chiffre d'affaires de seulement 1,3 million d'euros. La romance sentimentale rapporte beaucoup plus. Cette opération a été rendue possible grâce à une collaboration internationale entre les douanes finlandaises, Europol, la police suédoise et les autorités polonaises, ainsi que des chercheurs de l'entreprise de cybersécurité Bitdefender. Mais reprenons la timeline. Sipulti a été lancé en février 2023, après la saisie de son prédécesseur, Sipuli Market, en décembre 2020, qui avait généré plus de 2 millions d'euros depuis sa création en avril 2019. Suite à cette première fermeture, le même administrateur qui avait créé Sipulti ainsi qu'une plateforme parallèle, Tsatsi, dédiée à la vente de drogue via un système de chat, les deux plateformes ont été mises hors ligne et un message informant les visiteurs de l'opération de saisie a été affiché sur le site. Selon Anu Sinkkonen, directeur des opérations de répression des douanes finlandaises, les autorités ont identifié non seulement l'administrateur, mais aussi les modérateurs et les agents, et les agents de service clients impliqués dans l'administration de Sipulti, Sipult Market et Tsatsi. Le gars avait tellement bien monté son business qu'il avait recruté des gens pour faire ce qu'on appelle le service qualité ou le service après-vente. Grâce aux données saisies, de nombreux vendeurs et acheteurs ont également pu être identifiés, des arrestations sont imminentes. Bon, c'est une opération policière de plus liée à la cyber qui va créer une série de démantèlements sur des plateformes illégales. Depuis le début de la semaine, on en parle, notamment depuis la saisie d'Hydra. Bon, ils regardent trop les Avengers, les gars. Le plus grand marché de drogue en ligne en 2022. Depuis plusieurs plateformes locales ont pris la relève,
Mais les forces de l'ordre continuent à multiplier les interventions. En mars 2024, la police allemande a saisi l'infrastructure de Nemesis Market, active depuis 2021. C'est-à-dire qu'entre le moment où on détecte la plateforme, il faut 3 ans à peu près à la police pour la fermer. En mai 2024, l'administrateur présumé de Incognito Market a été arrêté à New York, après avoir facilité la vente de plus de 100 millions de dollars de narcotiques. Vous voyez, on passe à une autre échelle. On est aux États-Unis, ou on va en Asie, on est entre 40 et 100 millions de dollars. Et plus récemment, en octobre 2024, on en a parlé hier, la police néerlandaise a arrêté l'administrateur du marché noir Bohemia Cannabia, qui lui avait généré des revenus qui dépassaient 12 millions d'euros. Bravo aux forces de l'ordre. Il faut continuer, c'est une excellente nouvelle. The Hacker News nous apprend que le retour du malware bancaire Astaroth au Brésil via des attaques de spear phishing. Le 16 octobre 2024, un nouveau rapport a révélé une campagne de spear phishing ciblant spécifiquement le Brésil et diffusant le malware bancaire Astaroth, également connu sous le nom de Guinma. Cette campagne utilise du JavaScript obscurci pour contourner les mesures de sécurité et vise particulièrement des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le commerce de détail ainsi que des agences gouvernementales. Les chercheurs de Trend Micro ont constaté que les emails malveillants se faisaient passer pour des documents fiscaux officiels, notamment en simulant des déclarations de revenus pour inciter les utilisateurs à télécharger un fichier zip corrompu. Ce fichier contient un raccourci Windows, les fameux fichiers .lnk. Quand vous faites un raccourci sous Windows, quand vous le créez, si vous regardez l'extension, c'est du .lnk. Exploitant mshta.exe pour exécuter des commandes JavaScript dissimulées permettant d'établir une connexion avec un serveur de commande et de contrôle, un C2. Cette campagne, suivie sous le nom de Water Macara, présente des similarités avec une autre intrusion suivie par Google sous l'appellation de Pinapple, qui utilise des tactiques analogues pour cibler les utilisateurs brésiliens. Ce que montre cet article, c'est pas tellement le malware, c'est quelque chose de connu, ça fait du .lnk, on va sur un C2, il n'y a rien de nouveau quoi. Pour des gens qui font ça régulièrement, c'est un nouveau mode. Ce qu'on constate, c'est le reuse. Les groupes d'attaquants n'ont pas besoin d'innover tous les jours. On pense à chaque fois, quand on travaille du côté de la défense, ils vont inventer une nouvelle chose. Le deepfake est quelque chose de nouveau, mais ça va devenir quelque chose de malheureusement courant. Et le cas d'envoyer des mails avec des fichiers LNK, ils ont réutilisé et ils ont joué sur le côté, tu reçois une déclaration de revenus, c'est la bonne période, ça passe. Et pourtant, Astora a été perçu par toutes les équipes de cybersécurité en Amérique du Sud comme un ancien cheval de Troie bancaire, donc quelque chose de connu. Sa réapparition combinée à son évolution constante en fait une menace évidemment persistante, mais ses conséquences vont au-delà du simple vol de données. Ils incluent aussi une perte de confiance des consommateurs. Pour atténuer les risques liés à ce type d'attaque, les recommandations du gouvernement ainsi que des équipes de cyber, c'est toujours la même chose, on met des mots de passe robustes, on utilise de la 2MFA, on met à jour régulièrement toutes ces solutions de sécurité et ces briques logicielles, et ainsi que sur les postes des clients utilisateurs, l'application stricte du principe du moindre privilège. GitHub a corrigé une faille critique, ils en ont eu quelques-unes quand même ce mois-ci, permettant un accès non autorisé aux instances de serveurs. Si vous utilisez une version auto-hébergée vulnérable de GitHub Enterprise, je vous encourage fortement à mettre à jour vos serveurs pour se protéger contre ces menaces potentielles. Le 16 octobre 2024, GitHub a publié des mises à jour de sécurité pour son Enterprise Server afin de corriger plusieurs vulnérabilités critiques. Une vulnérabilité critique a été identifiée sous la CVE 2024-94-87, qui a quand même reçu un score CVSS de 9.5 sur 10. Cette faille permet à un attaquant de contourner l'authentification via le single sign-on, le SSO, le SAML, en exploitant une mauvaise vérification des signatures cryptographiques. Lorsqu'une fonctionnalité d'insertion chiffrée est activée, cela pourrait permettre le provisionnement non autorisé d'utilisateurs à un accès complet de l'instance. GitHub a précisé que cette vulnérabilité est une régression introduite lors de la correction d'une faille antérieure, la CVE 2024-49-85, avec un score CVSS de 10, qui avait été corrigé en mai 2024. Outre cette faille critique, 2 autres vulnérabilités ont été corrigées. La CVE 2024-95-39 avec une CVSS de 5.7. Ça permettait de faire un peu de fuite d'informations qui permettait à un attaquant de récupérer des métadonnées d'un utilisateur à travers des URL malveillantes. Et la deuxième, c'est une exposition de données sensibles dans des formulaires HTML de la console de gestion. Il n'y a pas de CV encore qui ont été assignés sur cette deuxième vulnérabilité. Donc, le correctif existe. Je le recommande fortement, il faut l'appliquer. On voit aussi que
quand on veut corriger dans l'urgence, quand on a une CVSS 10, tous les éditeurs travaillent en urgence. C'est une mauvaise image du produit, on essaie de corriger, on veut rendre service à l'utilisateur. Et dans les tests de patch management, il y a la régression qui arrive aussi malheureusement, comme c'est le cas présent. La CISA ajoute 3 nouvelles vulnérabilités exploitées à son catalogue. Donc pour rappel, la CISA est une agence américaine qui tient à jour un catalogue sur toutes les vulnérabilités qui sont exploitées par des groupes d'attaquants. On est au-dessus encore de la vulnérabilité qui est détectée. Donc la première, c'est la CVE 2024-30-088, une condition de course de Tuktu dans le noyau de Microsoft Windows. La CVE 2024-96-80, on en a parlé hier, c'était la vulnérabilité User After Free dans Mozilla Firefox. Vous voyez la différence? C'est sorti hier la vulne, le jour qui suit, ou voire dans la même journée, elle est déjà exploitée. Et surtout la dernière, qui est très fortement exploitée, c'est la CVE 2024-28-987. C'est une vulnérabilité qui touche les logiciels SolarWinds Web Helpdesk. Et la vulnérabilité, elle est spécifiquement sur un mot de passe codé en dur. Les gars, ils ont développé un soft avec un mot de passe codé en... J'avais pas vu ça depuis les années 80. Mais ça se voit régulièrement quand même. Les patchs sont disponibles si vous utilisez du Mozilla, du Windows ou du SolarWinds Web Helpdesk. Il faut patcher, messieurs, mesdames, à vos consoles d'admin. Et voilà, ce podcast de Radio CSR du jeudi 17 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Il sera consacré aux questions des auditeurs normalement, sauf s'il y a des news brûlantes. Je vous souhaite une très belle journée, profitez-en. Au revoir.